Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du MAG d'Onis TV. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique en Onis et plus généralement en Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Boisseau, maire de Charron et 6e vice-président en charge de l'eau et de l'action environnementale à la CDC Onis Atlantique. Et pour échanger avec notre invité, comme chaque semaine, 2 journalistes m'accompagnent. Antoine Collin. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Et enfin, à la réalisation, nous avons Corentin Cousin. Bonjour Jérémy Boisseau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a souhaité que vous veniez sur ce plateau, c'est bien évidemment pour parler de ce triste anniversaire, la 12e année de la tempête Xynthia qui a touché lourdement votre village, le village de Charron. Alors nous allons revenir bien évidemment un petit peu sur l'événement, même si ce n'est pas le cœur de l'émission, mais revenir un petit peu sur l'événement. On va parler aussi de la protection des habitants et des biens, des difficultés économiques rencontrées par les communes, celle de Charron, pendant ces 12 années où vous avez dû relever un peu la tête, mais pas que ces communes-là. Il y a toutes les communes qui ont été touchées par Xynthia à l'époque. Je rappelle les faits, il y a 12 ans, le 27 février 2010, Xynthia s'abattait sur la France. Suite à la tempête, on comptait 47 morts et plus de 200 blessés en France, bien évidemment. En Charente-Maritime, le bilan s'est élevé à 12 morts, dont 3 sur la commune de Charron. Dans la nuit, l'océan est entré dans le village, inondant les maisons, les rues et les champs. Mais il en a été de même, bien évidemment, à La Rochelle, à Étré, à Angoulins, à Fouras, au Boucholeur, au sud de Châtelaillon. Enfin, toute une grosse partie de la côte atlantique a été touchée par cette tempête Xynthia. À l'époque, vous étiez adjoint au maire de Jean-François Fagé. Où étiez-vous au moment de la tempête ? Et qu'est-ce qui reste au bout de 12 ans comme souvenir de ce moment, de ce 27 février ? Alors, où est-ce que j'étais au moment de la tempête ? La tempête s'est déroulée en pleine nuit, à 2h, entre 2 et 3 heures du matin. Donc, comme bon nombre de personnes, bien évidemment, j'étais chez moi dans un sommeil. Et très vite, les choses se mettent en œuvre pour venir un petit peu prendre conscience de l'étendue des dégâts. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé en tout début de matinée, aux alentours de 6h30, 7h le matin. C'est-à-dire que dans la nuit, vous n'aviez pas d'informations, il n'y avait rien qui circulait, tout le monde était cloîtré chez soi en attendant que ça passe, c'est ça en fait ? C'est pas tout à fait ça. Les gens, il faut imaginer quand même que la première des choses, c'est que l'événement Xynthia n'a pas été défini comme une inondation. Il faut savoir que l'événement Xynthia, avec les alertes qu'on a pu avoir au niveau de la préfecture, c'était avant tout une alerte vent. Donc une alerte vent, ça veut dire qu'on vous met en alerte et on vous demande de faire le nécessaire auprès des habitants pour s'assurer que justement les gens ne sortent pas de chez eux. Mais c'est tout. On n'est pas du tout sur un événement inondation. Et je peux vous assurer que le soir de la tempête, j'étais en soirée jusqu'à 1h du matin. Rien ne pouvait prétendre à imaginer une inondation quand on a retraversé la commune pour entrer chez nous. Donc cet événement, au départ, il n'était pas imaginé comme une inondation. Voilà. Donc on n'attend pas les gens qui ont été concernés par cette inondation, ils ont été surpris. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de rechercher un endroit au sec. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon nombre de personnes concernées ont pu rejoindre la salle des fêtes de Charron, qui très vite a servi de QG pour cet événement. Malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, 3 personnes n'ont pas pu rejoindre cette salle des fêtes parce que la mer les a emportés. Voilà. On l'a bien compris, Jérémy Boisseau, pas de directive particulière de la préfecture cette nuit-là pour contrer les inondations. Pourtant, la profession de la mer, les mytiliculteurs étaient inquiets de ce qui pouvait se passer. Je me souviens de témoignages qu'on avait récupérés à l'époque et qui avaient conseillé à la personne qui s'occupait du bistrot du port, au corps de garde, de quitter les lieux.
Oui, ce qui se passe comme à chaque fois, vous le savez très bien, parce qu'on en a parlé des fois et des fois, l'événement est toujours compliqué à définir. Donc je pense qu'avec les meilleures prévisions, on ne peut pas imaginer qu'une inondation comme celle-ci puisse arriver. Maintenant, la profession de la mer, c'est vrai qu'à chaque fois, ont quand même un regard plus précis sur les événements qui peuvent arriver, mais on est souvent sur un regard par rapport justement à ces coups de vent qu'on a connus en 99. 2010, il y a eu un coup de vent, mais l'étendue n'a pas été portée que par le coup de vent. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'on commence à monter un petit peu en vent et au niveau aussi des coefficients de marée, les collègues mytilicoles regardent les choses plus précisément, regardent l'orientation, et à plusieurs reprises, même des moments que vous n'avez pas forcément relayés, les bateaux ont été mis à l'abri au niveau. Donc quand on dit mis à l'abri, c'est-à-dire que les bateaux qui sont au pavé, on les met à l'arrière des écluses du Brau. Donc en général, les choses se font. Alors ça se fait pas régulièrement, mais j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, et c'est pas forcément la conséquence d'une grosse tempête. Donc les gens qui ont pu donner des informations telles que celles que vous avez précisées pour 2010, on était toujours dans la continuité de ce qu'on connaissait. J'ai pas entendu de choses plus alarmistes. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire attention aussi à ce qu'on peut entendre dès le lendemain. Parce que comme bien souvent, dès le lendemain, il y a beaucoup de gens qui, si on les avait écoutés, effectivement, la tempête n'aurait pas eu lieu, quoi. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait pu se prévoir un peu mieux ? Est-ce qu'on aurait pu vous prévenir d'une... Non, en tout cas sur les inondations. Oui, sur les inondations, bien sûr. Faut pas. Ça reste un événement naturel. Moi, toutes les personnes qui ont pu suivre un petit peu la vie de Charon depuis plus de 10 ans, donc ont entendu mes différentes interventions. À chaque fois, j'ai toujours expliqué qu'on était sur un élément naturel. En écoutant les anciens, parce que c'est pareil, si on veut avancer, si on veut comprendre, il faut aussi entendre ce qui s'est passé. Et moi, quand j'ai écouté les anciens pour savoir où est-ce qu'il fallait faire des digues sur la commune, les anciens me disaient qu'en 41, encore à une autre époque, l'eau allait passer à tel endroit, tel endroit. À chaque fois, vous avez un événement différent. À chaque événement est différent. Le prochain, parce qu'il y en aura un prochain, il ne faut pas être en train de penser qu'aujourd'hui vous êtes protégé de tout. Il y en aura un prochain. Le prochain, il aura encore une autre conséquence sur notre territoire que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc dire qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on pouvait l'éviter. Moi, je ne voudrais pas faire ce procès-là parce que déjà, ça servirait à rien. Et aujourd'hui, se dire qu'on n'est pas invulnérable. Et dès lors, moi, je pars du principe, dès lors qu'on n'a rien à se reprocher sur tout le travail qu'il y a à faire au niveau protection, si on est vraiment à jour et si on n'a rien à se reprocher, après l'événement naturel, on verra comment on pourra faire. On ne le maîtrisera jamais. Mais au moins, on n'aura rien à se reprocher. On sait qu'on aura fait le boulot. Voilà. À l'époque, juste après la tempête, il y a eu un énorme élan de solidarité entre les habitants d'abord du village qui se sont soutenus comme jamais. D'ailleurs, on en a parlé aussi pas mal dans la presse parce que c'était assez étonnant de voir cette solidarité. Je me souviens notamment du pharmacien de Charon qui continuait à être ouvert alors que son officine était en sursis aussi. Il y avait quand même ça aussi. Enfin voilà, il y avait véritablement cet élan de solidarité. Antoine, une question. Oui, comme le dit Ludovic, vu de l'extérieur, on a vraiment eu l'impression qu'il y a eu cet élan de solidarité. Mais la question, c'est savoir, est-ce que cet élan de solidarité existait avant la tempête, ou que ça a vraiment été déclenché par cette tempête, ou est-ce que ça a été renforcé justement par cet événement ? Je pense que Charon n'est pas un cas isolé. Je pense que quels que soient les endroits, quand vous avez des événements comme ça très particuliers qui touchent un territoire, on voit les solidarités qui se mettent en place entre les hommes et les femmes. Donc Charon, je ne peux pas dire qu'auparavant Charon était différent, avec plus de solidarité. Enfin, le village fonctionnait comme tout autre village, donc avec des gens qui s'impliquent dans
la vie communale, d'autres qui le voient plus comme un lieu dortoir. Donc, vous voyez, on était dans quelque chose de très commun. Maintenant, dès le lendemain de la tempête, je peux vous dire, oui, effectivement, ça fait plaisir de voir que tout le monde, il faut se rappeler qu'à la tempête Xynthia, le village comptait 2300 habitants. Et je peux vous dire que là, ceux qui avaient la chance d'être sur des terres hautes dans les nouveaux lotissements ne connaissaient pas du tout les gens qui étaient dans les zones basses, dans l'ancien Charron. Donc, et ça ne les a pas interdits d'aller donner un coup de main pour nettoyer, serpiller. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la tempête, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vous avez tout perdu. Mais bon, c'est le propre, je pense, c'est le propre de l'homme aujourd'hui, c'est d'essayer de rebondir. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, on s'est mis tout de suite à nettoyer. Même si c'était colossal comme travail, mais les gens n'ont pas fui le village en disant ça y est, c'est fini. Non, tout de suite, il y a eu cette solidarité qui s'est mise en place pour nettoyer. Et après, plus particulièrement pour tous ces habitants, parce qu'en fait, 2300 habitants, sur ces 2300, vous aviez à peu près... Donc on a 200 maisons qui ont été concernées par les démolitions. Et donc il faut compter à peu près 600 personnes. Donc il y avait 600 personnes à reloger par contre. Parce que je peux vous dire, dans l'état où était, vous avez vu des images, vous ne pouviez pas vivre dans la maison au lendemain de la tempête. Donc là, la solidarité a eu lieu aussi, pour une partie, pour reloger ces gens-là dans le village. Et du coup, ça s'est fait comment ? Ceux qui n'étaient pas trop sinistrés ont pu accueillir des familles qui l'étaient, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, très vite, parce que un événement comme celui-ci, voilà, je souhaite à personne de le vivre. Mais comme les autres collègues des autres communes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais vous avez parlé principalement des communes de Charente-Maritime, il faut savoir qu'en Vendée, ils ont aussi quand même été fortement impactés. Tous les collègues élus de ces communes, on était dans l'improvisation. Moi, me dire que la salle des fêtes doit être le QG de cet événement, on improvise, donc on fait avec les moyens du bord. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette salle des fêtes a servi de point de repère pour ces gens-là, et très vite, les services de la commune, donc par le biais des élus, ont pris en compte les besoins des gens qui avaient besoin de se reloger et la disponibilité en face. On a mis les choses en œuvre comme ça, et du coup, les gens ont pu se mettre en relation et on a pu très vite reloger les gens de cette manière-là. Et quand on a connu la tempête 99, par exemple, quand on est élu, est-ce qu'on se prépare à ce genre d'événement ? Encore une fois, la tempête 99, j'étais sur la commune. Vous n'êtes pas du tout sur le même événement. Oui, bien sûr. Oui. Vous n'êtes pas sur le même événement. Donc, ça veut dire que vous êtes sur un coup de vent, mais un coup de vent que tout le monde... Enfin, on a connu depuis la nuit des temps, vous avez des coups de vent. Donc, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que comme je suis en train de le dire, depuis la nuit des temps, on connaît des coups de vent, donc on ne s'est pas mis plus en alerte. En 99, c'est vrai qu'on a pris un petit peu, mais ça restait des toitures envolées, c'était des arbres sur la route. Ces choses-là, liées au vent uniquement, ne fait pas que le lendemain, enfin en tout cas c'est moins général, dès le lendemain, vous pouvez encore vivre dans votre maison. C'est pas parce qu'il y a une partie du toit qui est partie, vous pouvez encore vivre. Donc 99, on n'a pas mesuré le besoin de reloger les gens, parce qu'on n'a pas été concerné véritablement. Sûrement qu'il y a d'autres endroits où ça soufflait encore plus fort, mais on n'était pas forcément concerné par ça. Et je peux vous dire que quand il y a l'inondation, et vous le voyez à chaque fois, à chaque événement où il y a une inondation sur notre territoire français, à chaque fois, c'est quand même les descriptions qui sont faites par les médias, vous êtes sur des gens qui ont tout perdu. Donc du jour au lendemain, il faut se reconstruire. Voilà. Alors justement, au lendemain de la tempête, en 2010, il y a un personnage qui est arrivé sur la commune. Bien ou pas, Yannick ? Oui, justement, toujours dans cette solidarité, mais peut-être un petit peu particulière. Quelques jours après, je vous vois sourire sous votre masque. Quelques jours après l'événement, Philippe Bert arrive dans votre commune. Alors Philippe Bert, pour les gens qui nous regardent, qui ne le connaissent pas, peuvent se référer au film à l'origine, de 2009, où son personnage est interprété par François Cluzet, et il se met en tête de reconstruire un tronçon d'autoroute, et il réussit. Lui, il arrive dans votre commune. Il faut savoir qu'à l'époque, il était recherché. Son portrait robot était affiché dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats de France, et il vous fait venir tout un tas de matériel, escorté par des gens, par des motards. Est-ce que vous l'avez côtoyé ? Quel souvenir avez-vous de Philippe Bert ? Oui,
Alors moi, c'est vrai que ce personnage, quand vous l'avez croisé, que vous avez vécu avec lui pendant, il est resté plus de 15 jours à mes côtés, vous ne pouvez pas oublier, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit qu'on était dans un film sans vouloir être l'acteur principal, mais quand j'explique un petit peu tout ce qu'il a pu dérouler pendant 15 jours, personne ne peut me croire. Parce que c'est vrai qu'on était complètement dans un film. Qu'est-ce qu'il vous a apporté pendant ces 15 jours ? Non, qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Vous êtes dans la détresse, vous n'avez pas de moyens parce que de toute façon, on est à Charon et puis les moyens communaux ne permettent pas de payer tout ce qu'il y a à payer. Je sais pas, je n'arrive pas à expliquer comment cette personne fonctionnait, mais en tout cas, du jour au lendemain, il est capable de téléphoner avec un aplomb indéfini pour aller vous chercher, comme vous disiez, du matériel parce qu'on a besoin de containers, on a besoin de... donc je parlais tout à l'heure de la salle des fêtes qui s'est improvisée comme QG. Pour expliquer à tout le monde, très concrètement, dès le lendemain matin, il m'explique que c'est pas du tout possible de faire un QG dans la salle des fêtes, qu'il faut imaginer des locaux avec des fameux bungalows. Donc, vous vous souvenez, donc la place de la commune qui reçoit 3 bungalows pour faire le QG, le véritable QG. Donc, quand vous avez une personne qui arrive avec la carte du ministère de l'Agriculture et une voiture avec justement l'encart ministère de l'Agriculture sur la voiture du jour... Enfin, nous, on n'a pas de communication avec les services de l'État. C'est la première personne qu'on voit arriver. Moi, je n'ai pas eu d'échange. Donc, ce monsieur-là, franchement, avec tout ce qu'il a géré, il peut venir du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Intérieur, tout ce qu'il veut. Dès lors qu'il est ministère, pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'improvise pas. Donc il arrive, il vous explique comment on doit fonctionner, et il vous demande de lister tous les besoins. Et franchement, j'ai jamais eu plus de facilité dans la vie d'élu à obtenir du matériel qu'avec ce monsieur, parce que tout était possible. Donc voilà, ça a duré 15 jours. Bon, ça s'est vite arrêté. À aucun moment vous êtes posé la question... il n'a fait aucun faux pas en 2 semaines. À aucun moment vous avez eu un doute ou une suspicion ou quoi que ce soit. Écoutez, quand vous êtes le nez dans le guidon à essayer de sauver tout ce que vous pouvez sauver, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous ne levez pas la tête, vous faites les choses. Quand vous avez une personne qui est en train de vous faciliter la tâche parce que ça fait 15 jours que vous êtes dedans et que vous n'en voyez pas la fin, moi, je vais pas me poser de questions. Après... Il a fait un faux pas, mais on va y revenir après. Je vais simplement laisser Ludovic rappeler ce qu'est devenu Philippe Bert. Alors, Philippe Bert, lui, il a été condamné à 3 ans de prison suite à Xynthia, même, pour usurpation d'identité, conduite sans permis aussi, il faut le dire. Petit détail, des fois, on se demande où va la justice, mais enfin bon. Il n'était plus à ça près. Je crois. Il est malheureusement décédé en juin 2021, donc on n'aura plus jamais son témoignage à cet homme-là et savoir ce qu'il aurait pu le motiver. En tous les cas, effectivement, il y a Jean-François Fagé, l'ancien maire de Charon, qui avait témoigné un jour et qui disait, Yannick... Alors, Jean-François Fagé, à plusieurs reprises, avait dit... je vais revenir sur cet élément qui l'a fait tomber, d'abord, parce que c'est Jean-François Fagé qui en est à l'origine. Il me disait... Il venait me voir, il voulait absolument des frigos réfrigérés, des grands frigos réfrigérés pour stocker de la nourriture. Et on n'en avait pas besoin. Donc, j'ai téléphoné à la préfecture et j'ai dit, mais qu'est-ce que votre gars m'embête, quoi ? Et la préfecture a réagi en disant, mais non, on ne sait pas de qui vous parlez. Et les gendarmes sont arrivés 10 minutes plus tard pour l'interpeller. Mais par contre, Jean-François Fagé, bien des années plus tard, a toujours dit, si j'avais été invité à témoigner à son procès, j'aurais témoigné en sa faveur. Qu'auriez-vous fait, vous, Jean-Marie moi, c'est pas Jean-Marie Jérémy Boisseau. Jérémy Boisseau. Non, qu'est-ce que j'aurais fait je vous le dis, je pense que vous avez compris au travers de mon intervention. J'ai rien à reprocher à ce monsieur. Il a effectivement abusé de certaines choses. Il ne s'est pas enrichi. Et encore une fois, c'est pour ça que moi, je suis complètement... Parce que, à l'époque, j'étais quand même aux côtés de Jean-François. Je peux vous dire que non, ce monsieur, il a été effectivement interpellé, il a eu son procès.
j'aurais pas témoigné contre ce monsieur. Non, parce que à aucun moment il est venu. On avait de l'argent liquide. Il faut quand même savoir que dans le bungalow, il y avait de l'argent liquide déposé pour justement pour les fonds d'aide par les habitants. Je sais qu'il y avait une caisse. C'est lui qui restait dans le bungalow le soir. À aucun moment j'ai eu un trou dans la caisse. Donc bon, après voilà, ce monsieur il a fait d'autres abus. Maintenant, c'était pas à moi de définir le niveau de la peine. Maintenant, je suis comme Jean-François, j'aurais jamais été témoigné contre ce monsieur. Parlons des habitants. Les habitants aujourd'hui, alors comme vous le disiez, avant Xynthia, il y avait 2300 habitants à peu près sur la commune de Charron. Des gens sont partis, vous n'en avez pas perdu à peu près 600, et puis donc d'année en année, vous avez remonté. On sait qu'aujourd'hui, Charron se reconstruit, il y a des lotissements, on a 86 parcelles là, qui vont sortir de terre, plus 20, nous disait-on, qui vont bientôt voir le jour. Est-ce qu'il y a une appréhension à venir s'installer à Charron? Ou est-ce que la tempête Xynthia, pour les nouveaux arrivants, j'entends, pas pour les anciens bien évidemment, mais pour les nouveaux arrivants, ou pour cela, c'est de l'histoire ancienne et on ne pose pas de questions? Alors vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui fait le choix de se construire sur telle ou telle commune, de toute manière, cette personne-là regarde un petit peu quand même. Alors vous me parlez, est-ce qu'ils ont oublié ou pas? Par rapport à tous les documents d'urbanisme, on a au moins l'avantage sur Charron, c'est qu'avec toutes les couches que l'on a pu nous mettre depuis Xynthia, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse oublier qu'on est sur une commune à risque. Ça, c'est sûr. Donc, que ce soit au moment de passer devant le notaire, quand vous achetez un terrain, on vous explique, vous en avez épais comme ça sur tous les risques qui existent sur la commune. Donc, à partir de là, bon, je ne pense pas qu'ils puissent oublier ça. Ça n'empêche quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même un fort attrait à pouvoir venir sur une commune comme Charron. Donc, ce que mettent en avant les gens quand ils font ce choix de la commune de Charron, c'est avant tout par rapport à ce décor un peu sauvage, proche de la mer. Alors, il y a aussi, et ils en sont conscients, on veut vivre à côté de la mer, mais il y a aussi des risques. Maintenant, sur la commune, aujourd'hui, je peux vous assurer que ce qui a été validé par les services de l'État sur le nouveau PLUI fait apparaître qu'aucun terrain, aujourd'hui, n'est constructible sur la commune sans être hors d'eau. Donc, avec les protections qui ont été mises en place, je parle des protections, la définition de la hauteur de constructibilité, aujourd'hui, aucun programme ne fera prendre de risques aux gens pour s'installer. Donc je pense que ça, ils l'ont bien intégré. Et la preuve en est, vous parliez de 86 et 20, on est même un petit peu plus au-dessus de ça. Le programme aujourd'hui, le programme d'urbanisation aujourd'hui, c'est 130 maisons supplémentaires les deux programmes sont menés en parallèle. Les travaux commencent la semaine prochaine. Donc vous avez 130 logements. Quand j'ai discuté avec les lotisseurs, à leur grande surprise, en fait, c'était surtout eux qui étaient frileux, parce qu'ils ne savaient pas s'ils faisaient bien d'investir sur la commune de Charron, parce qu'ils n'avaient aucune visibilité, ils ne savaient pas s'ils allaient passer 3 ans à attendre le client. Mais je peux vous assurer qu'ils ont été très surpris. Ils me poussaient à la roue pour faire avancer les documents administratifs, parce que ils n'arrêtaient pas de valider des commercialisations. Aujourd'hui, il y a 65 ou 70% du programme qui est déjà pré-commercialisé. Donc, et si les travaux, je vous dis, ont commencé en un temps record, donc aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'appréhension de la part des nouveaux habitants pour venir sur la commune. On vous sait très proche de vos administrés. Est-ce que justement des futurs administrés viennent vous voir dans votre bureau en vous demandant votre avis, Monsieur Boisseau, est-ce qu'il y a encore des risques à habiter, à acheter à Charron ? Et justement, ça c'est quelque chose, moi je vais toujours laisser le bureau ouvert pour expliquer aux gens quelle était la limite pour vivre sur Charron. Et encore une fois, je me répète, il n'y a aucune limite étant donné que les terrains, il n'y a aucun risque aujourd'hui sur les terrains constructibles. Maintenant, cette chose-là, cette démarche, elle a vraiment eu lieu au lendemain, quand on était 4-5 ans après la tempête, où là on se cherchait un peu, et les gens, certains voulaient vraiment revenir,
connaissais pas forcément toute l'histoire. Donc, c'est là où j'ai fait passer cette information en disant, mais le bureau est ouvert. Si vous avez besoin d'informations, il faut venir. Il ne faut pas s'arrêter à un document d'urbanisme ou un document de la DDTM. Il y a des cartes avec des couleurs, ça ne veut rien dire. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, j'ai eu des gens qui sont venus dans ce laps de temps. Maintenant, pour répondre à votre question, avec les nouveaux arrivants, avec les nouveaux programmes, je pense que tous les documents qui sont les documents d'urbanisme, documents de la DDTM, aujourd'hui, tous ces documents ont l'air de suffire pour répondre aux questions des gens, parce que j'ai pas forcément je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me demander encore des compléments d'information. Des documents, malgré tout, qui sont pas simples à appréhender. Pas simple, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place au niveau de la CDC avec le PLUI, vous avez quand même un document d'urbanisme qui s'est quand même bien éclairci. Les documents dont vous parlez, c'est des documents vraiment très réglementaires liés à la DDTM. Maintenant, ce qui est dans le PLUI, on est sur quelque chose quand même, à mes yeux, qui est quand même beaucoup plus simple à appréhender. Antoine ? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus cher d'assurer sa maison à Charron qu'ailleurs ? C'est ce qu'on a voulu faire croire à un moment donné. Au lendemain de la tempête, on a expliqué aux gens qu'ils ne pourraient pas continuer à vivre sur la commune, entre autres pour cette raison, parce qu'ils ne pourraient pas assurer. Je suis désolé, on a fait cette désinformation. Aujourd'hui, j'habite sur la commune. J'ai pas vu ma cotisation d'assurance augmenter. J'ai aucune personne qui est revenu vers moi pour me dire que c'était un véritable problème aujourd'hui et que pour venir s'installer sur Charron, il fallait qu'il prévoie un budget supplémentaire pour s'assurer. Ça, j'en ai jamais entendu parler. C'est important de le préciser parce que Bien souvent sûr. on a des préjugés sur ces conditions-là. Donc, Tout à fait. Non, là, c'en est pas une en tout cas. Revenons sur les habitants et les nouveaux habitants. On sait que donc depuis des années et des années, la cohésion entre les habitants existe. Est-ce qu'elle existe avec ces nouveaux habitants ? Est-ce qu'ils sont attachés aussi, comme les anciens. Est-ce que vous sentez que ce fluide de solidarité, de cohésion entre les habitants, d'envie de participer aux festivités du village, est-ce que ça existe aussi avec ces nouveaux habitants, ces nouveaux arrivants ? Parce qu'on a vu souvent, on le voit sur la commune de Benon, on le voit sur la commune de Courson avec ces nouveaux lotissements, les gens sont moins attachés au village parce qu'ils n'en connaissent pas forcément l'histoire. Est-ce qu'à Charron, c'est pareil ou est-ce que c'est Pour compléter différent. la question de Ludovic, est-ce que ces nouveaux habitants adhèrent à cet esprit singulier, on peut l'appeler comme ça, de Charron, qu'on peut qualifier quand même d'un petit village gaulois ? Alors, votre qualification de petit village gaulois, c'est vrai que on a l'habitude. Simplement, moi je dirais plutôt que c'est la particularité de ce que l'on connaît dans d'autres régions, c'est la particularité d'un village de pêcheurs. Je ne devrais pas le dire en étant agriculteur, mais c'est avant tout un village, pour moi, c'est l'âme de ce village, avant tout un village de pêcheurs. Donc village de pêcheurs fait qu'on est tourné vers la mer et qu'il y a une forme de solidarité qui se fait dans ces familles de pêcheurs. On le sait. Du coup, il y a toujours eu cet esprit-là. Maintenant, les habitants aujourd'hui, les nouveaux habitants, je pense que c'est pas propre à Charron. On le sait très bien, et c'est un petit peu quand on discute avec les collègues des autres communes, on a tous le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plus sur des gens qui cherchent à se loger parce que le prix au mètre carré est moins élevé, et du coup, on va tendre vers des zones dortoirs. Ça, c'est ce que vous avez expliqué pour Benon et pour Courson, et c'est pas des cas isolés, je crois que c'est un petit peu partout pareil. Donc maintenant, moi, je pense que il faut pas attendre après les gens pour savoir si, naturellement, ils vont être dans la volonté de vouloir participer. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est pas d'attendre après les gens, c'est de faire les choses et de créer cette dynamique. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est usant, parce que pour ceux qui le font, c'est usant, mais à chaque fois, je le répète, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à proposer des actions, et c'est pour ça que nous, au niveau de Charron, ce que l'on met en place aujourd'hui, c'est un soutien à l'associatif, parce que si on n'a pas d'associatif, de toute façon, c'est pas la municipalité qui va pouvoir tout faire. Donc ça veut dire que derrière, n'ayant plus de services offerts à ces nouveaux habitants,
vous allez inévitablement renforcer cette volonté d'être une zone dortoir. Donc aujourd'hui, les associations continuent à fonctionner et bien fonctionner, parce qu'on a quand même un sacré tissu associatif sur la commune, avec des actions qui sont, je pense, en adéquation avec les attentes de pas mal de familles. Donc pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses de mise en œuvre, et je pense qu'on va pas éviter cet esprit dortoir, mais on va pouvoir quand même le limiter, je pense. On va poursuivre l'émission avec le billet d'humeur d'Antoine. Alors Jérémy Basso, parlons peu mais parlons bien. Est-ce que Charon a enfin réussi à se mettre au sec ? Non, parce qu'à La Rochelle, à Châtelaillon, encore sur l'île de Ré, il a été assez rapide de sortir la tête de l'eau, contrairement à chez vous, où ça traîne un peu, question digue de protection. Du coup, je me dis que dans cette histoire de tempête Xynthia, on a quand même 2 poids 2 mesures. D'un côté, l'État a vite réagi pour aider certaines villes de la côte atlantique, qui étaient peut-être un peu plus bankable que la petite commune de Charon. Et 12 ans après, force est de constater que la menace plane toujours au-dessus du village. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, l'idée n'est pas de dire « nous, on a plus besoin d'aide que vous », mais quand même, j'ai un peu l'impression que vous êtes en bout de chaîne. Bon, vous avez quand même construit cette contre-digue nord de vos propres mains pour limiter la casse, mais si une tempête vient frapper à votre porte demain, vous pensez que cela va être suffisant ? La digue nord et ouest seront-elles vraiment suffisantes pour contrer une nouvelle tempête ? Comme disait ma tante, on a l'impression d'être dans la petite vitesse, grande lenteur. Je me posais aussi la question, Xynthia a-t-elle vraiment fait prendre conscience à la France et surtout à l'État de la réalité du risque de submersion intensifié par le changement climatique ? Certes, aucune intempérie n'a été aussi meurtrière en France depuis cette fin février 2010, mais la réalité est telle que nous serons forcément confrontés à d'autres phénomènes de ce genre, et en plus fréquemment. Il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours en Grande-Bretagne avec la tempête Eunice, à quelques centaines de kilomètres au sud, près. On reprenait une raclée. Alors, les choses ont-elles vraiment évolué depuis 12 ans ? Les règles concernant ces ouvrages et leur entretien sont-elles concrètes ? Ou devra-t-on considérer encore pendant 10 ans la cuissarde comme la dernière botte à la mode à Charon ? Voilà, donc tout ça pour introduire le fait que l'on va parler bien évidemment des protections et des digues. On a parlé de pas mal de choses dans ce document. Peut-être une petite réaction sur le billet d'humeur d'Antoine. Notamment, je pense, ça a souvent été le cas dans le village par rapport à l'île de Ré et à Châtelaillon. Il est pas mal fait, et bien informé. Après, le comparatif avec d'autres territoires, ça, pour moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai jamais voulu aller, parce que pendant que vous êtes en train de comparer, vous avancez pas. Donc, moi aussi, ça m'a pas fait sourire de voir que certains territoires pouvaient plus vite se reconstruire que le mien. Maintenant, j'étais élu. Et je suis toujours élu, mais en tout cas à l'époque j'étais élu, et je pars du principe que c'est peut-être aussi, peut-être par manque de connaissances à l'époque, ou c'est pas d'envie, parce que l'envie je l'avais, peut-être par manque d'informations et de connaissances que j'ai pas su aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. Maintenant, les gens qui ont pu avancer, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas jaloux. Ils l'ont fait parce que certains avaient de très bonnes connaissances. Je ne parle pas du copinage, de connaissances personnelles et intellectuelles, qui ont fait que, voilà, ils ont pu avancer. Maintenant, sur notre commune, j'ai fait avec les moyens du bord. Après, je ne peux pas vous dire que je sois satisfait aujourd'hui de certaines choses, parce que je pense qu'on aurait pu aller plus vite, effectivement, comme vous l'avez dit aussi. Voilà. Donc sur l'histoire des territoires, moi je comparerai pas et je serai pas jaloux des choses. Voilà. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, avec la maturité que j'ai sur le dossier, je rebondis aussi un petit peu sur ce que vous avez dit sur le fait que si ça devait arriver une nouvelle fois, je le dis clairement. Après, je sais que ça sera peut-être pas apprécié par tout le monde, mais malheureusement aujourd'hui, vu la lenteur, il arrive le même événement, je serai obligé de poursuivre ce que j'ai été obligé de faire en tant que maire à un moment donné, parce qu'on sera dans l'urgence. Et comme on sera dans l'urgence, on va être obligé de faire encore des choses qui seront borderline, quoi. Justement, une très bonne transition, puisque nous allons aborder le sujet des digues. Vous parliez à l'instant, vous disiez que vous n'étiez pas jaloux
manquiez peut-être de connaissances, il n'y a pas eu de copinage d'autres élus. Pourtant, à une époque, vous ne seriez pas parti en vacances avec la préfète de Charente-Maritime, Béatrice Abolivier. Vous avez mené un bras de fer avec elle pour vos digues. Où en est aujourd'hui la protection du village ? Alors, l'événement avec la préfecture, c'est juste une petite parenthèse. L'événement avec la préfecture, effectivement, qu'on a su mettre la préfecture contre le petit maire là, d'une zone rurale. Bon, là encore, défaut de connaissance de ma part. C'est vrai que on aurait expliqué les choses autrement. Je ne serais même pas parti en procédure parce que j'ai pu voir par la suite que la volonté des services de l'État, et ça s'est vérifié récemment, la volonté c'était de pouvoir régulariser les choses en douceur. Et aujourd'hui, la digue de retrait que j'ai pu réaliser, effectivement, ça m'a valu une procédure parce qu'on voulait essayer de faire valoir à l'époque notre bon droit. Bon, ça a mis quelques années, mais aujourd'hui, on est en phase de finir la régularisation de cet ouvrage. Sans vague, enfin, sans jeu de mots, sans vague, mais en tout cas, c'est en train de se finir. Donc, je m'aperçois quand même que tout le monde est intelligent autour de la table et qu'à un moment donné, si on prend le temps de se parler, on arrive quand même à fonctionner. Donc, bon, sur cet aspect-là, de me dire à chaque fois, bon, j'étais en conflit, oui, je l'ai été, mais là encore, manque de connaissances. Vous étiez en conflit et inversement, hein. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on avance. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur parce que je m'aperçois que, alors, on parle pas mal de la GEMAPI pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est la nouvelle mesure qui a été mise en place. On l'abordera après. On l'abordera après. D'accord. Bon, simplement aujourd'hui, par le biais de cette GEMAPI, l'État met entre les mains des collectivités locales toute la problématique gestion de l'eau, des milieux aquatiques et aussi de la protection des inondations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement ? On en est qu'on avance véritablement maintenant à un nouveau rythme parce qu'aujourd'hui, avec la CDC, au Nice Atlantique, on est en prise directe sur ce dossier. Donc maintenant, c'est des choses sur lesquelles on peut être beaucoup plus réactif. Donc aujourd'hui, des travaux avec le département sont envisagés. Alors bien sûr, on va vous dire à quelle échéance. L'échéance, je ne la maîtrise pas, mais on commence à voir les choses un peu plus, d'une manière un peu plus précise. On est sur un laps de temps pour certains ouvrages. Dans les 2 ans à venir, on aura de nouveaux des ouvrages complémentaires. Pour le fameux dossier Digue Nord, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous venez régulièrement, et c'est la principale problématique sur la commune, là, on est aussi sur des travaux qui ne se feront pas dans les 2 ans, parce qu'on est sur un temps beaucoup plus long, mais la grosse avancée qu'on a pu faire aujourd'hui avec Jean-Pierre Servant, c'est qu'on s'est porté acquéreur de foncier sur la commune, pour justement pouvoir faire de l'échange foncier très rapidement et pouvoir envisager le tracé de cet ouvrage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avancer à un nouveau rythme. Justement, on parle de la digue Nord, on a tourné des images il y a quelques jours pour que les gens voient un petit peu ce qu'est cette digue Nord. Cette digue Nord, elle n'a pas été entretenue depuis des années et des années. Est-ce qu'elle est efficace là aujourd'hui s'il se passe une tempête ? Non, aujourd'hui, sans faire de catastrophisme, vous avez une digue, vous le voyez sur les images, une digue en terre, mais qui n'a jamais été entretenue, donc qui n'a pas du tout le volume de terre nécessaire pour contrecarrer une masse d'eau. Vous le voyez sur les images, on a cette particularité d'être le long d'une rivière. Le long d'une rivière, ça veut dire qu'il y a 2 rives. Et donc, côté Charon, les travaux ne sont pas faits. Côté Vendée, je le répète à chaque fois, les travaux ont été faits après la tempête et sur une nouvelle dimension. Donc aujourd'hui, cet ouvrage, pour moi, avec sa configuration, c'est ce que j'ai expliqué au préfet récemment, elle ne servira malheureusement pas à grand-chose et c'est pour ça que j'avais anticipé les choses et qu'à l'époque, ce que disait M. Picard tout à l'heure, confrontation avec les services d'État pour faire entendre qu'il y avait tout intérêt à anticiper et à faire tout de suite la digue de retrait nord pour justement bloquer l'eau si elle devait repasser à un moment donné. Justement, on a aussi des images de la qu'on appelle la contre-digue nord aussi. Voilà, donc ça c'est vous avec votre conseil municipal et puis des entrepreneurs du territoire de Vendée principalement qui ont construit en fait cette contre-digue justement pour pallier éventuellement à le manque d'efficacité de la digue nord. Il y a aussi sur Charon une digue à l'ouest qui a été construite elle aussi. Et puis il est prévu donc des contre-digues là aussi à l'ouest et au sud.
Par contre, il y a quelque chose qui bloque un peu ou qui exaspère quelques-uns, dont vous, je crois, c'est que ces nouvelles digues vont avoir une emprise sur des terres agricoles. Et là, il y a quand même un petit problème économique pour les agriculteurs qui travaillent là quand même, non? C'est ça? Tout à fait, c'est pour ça que à chaque fois les discussions sont assez âpres parce qu'on essaye de me mettre en face de mes arguments le fait que je suis responsable du retard sur les travaux parce que je bloque par rapport à du foncier. C'est vrai que quand on n'est pas concerné par le foncier, on ne mesure pas l'importance. On pense que c'est pas grave et de passer un ouvrage à tel ou tel endroit, il suffit de faire une expropriation et puis voilà, c'est d'ordre public, donc on y va. C'est pas tout à fait comme ça. Vous l'avez souligné et je suis content quand même qu'on le mette en avant. C'est quand même tout cet aspect économique. Il faut quand même pas oublier que vous êtes sur des zones rurales et que, preuve du contraire, il y a des zones économiques, effectivement, mais il y a avant tout aussi quand même tout cet espace naturel qui est façonné par l'homme et qui est fait au travers de l'agriculture. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours un petit peu délicat pour moi d'aborder le sujet parce que je suis moi-même agriculteur, mais j'ai d'autant plus de facilité de le défendre, ce dossier, que je ne suis pas du tout concerné, j'ai cette chance-là, je ne suis pas concerné au niveau de mon patrimoine par le fait d'être obligé de me libérer de terrain pour faire des ouvrages. Donc maintenant, moi, quand je défends la cause, je la défends pour l'ensemble du monde agricole et je la défends pas que pour le monde agricole, pour la particularité de notre territoire, qui, je le rappelle, est un territoire rural. Donc à partir de là, si on ne tient pas compte de cette problématique agricole, donc économique, je pense que ça peut aussi quand même avoir de grandes conséquences, de lourdes conséquences pour nos territoires. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande aux services du département et au bureau d'études de prendre le temps de voir quelles sont les possibilités. Le dernier en date, M. Picard a suivi le dossier depuis ça a duré plusieurs années. C'est la fameuse digue sud et ouest, la contre-digue sud et ouest de Charon, qui n'est toujours pas faite. Tout simplement parce que... On peut voir les images. On a aussi les images de la rue de la Serpentine. Hein, c'est là, voilà, là où va longer. Voilà. Et ça, puis là, vous avez le tracé futur de la digue, la seconde digue. Est-ce qu'on peut voir les images de la rue de la... Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la rue de la Serpentine. Vous pouvez nous rappeler le nombre d'hectares concernés au niveau du monde agricole pour ces deux digues, ces deux ouvrages? Alors, rien que si on revient pour expliquer aux gens, la digue qui devait prendre place au niveau de la Serpentine, si j'interviens pas, c'est pour vous donner du concret, si j'interviens pas, la digue se fait en parallèle de la route. Bon, excusez-moi, mais est-ce que ça vaut le coup de faire une digue de retrait en parallèle d'une route, sachant que c'est une route communale qui va servir à la fois, et j'en ai besoin en cas d'inondation, c'est une voie qui doit rester hors d'eau. Donc, à un moment donné, si j'interviens pas, si j'ai pas cette connaissance-là, je laisse faire les choses parce que je fais confiance, vous faites encore, pour moi, une aberration. Vous laissez la route et vous reprenez du foncier à côté agricole pour faire une digue de retrait. Je pense qu'on a les moyens techniques aujourd'hui pour me rehausser cette route. Et très honnêtement, quand vous commencez à parler de rehaussement de route, vous êtes quand même sur des valeurs qui oscillent entre 30 cm et 70 cm. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, techniquement, ça soit quelque chose qui soit ingérable en France. Donc les choses ont été entendues, le dossier est fermé, la rue de la Serpentine servira de digue de retrait. Maintenant, pour répondre à votre question, combien d'hectares? Rien que côté nord, quand on parlait de la digue nord de Charon, la digue nord de Charon, c'est 60 hectares de nécessaire au minimum pour faire cet ouvrage. Donc 60 hectares, vous ne les trouvez pas comme ça. Donc c'est vrai que l'autre jour, c'est très récent, c'était au mois de décembre, avec Jean-Pierre, quand on a pu avoir cette opportunité de pouvoir se porter acquéreur auprès de la SAFER pour une propriété de 70 hectares au nord de Charon, je peux vous dire que lui comme moi, on ne s'est pas posé de questions, parce qu'on sait que c'est le point noir. Donc par rapport à la consommation du foncier, on va quand même consommer du foncier, on va être obligé, parce que par rapport à la configuration de la digue nord, on sera obligé, mais on va pouvoir limiter l'impact, parce qu'au niveau économique, on va répondre
aux collègues en les reportant sur du foncier. Donc économiquement, ils ne vont pas perdre. Voilà. Mais on va quand même être obligé de consommer un minimum de foncier. On ne peut pas faire autrement. Il y a la rivière de l'autre côté. On n'ira pas construire dans la rivière. Donc sur cette partie-là, c'est vraiment très particulier. Maintenant, pour les digues de retrait, je l'ai expliqué pour la digue, pour la rue de la Serpentine. Mais pour les digues de retrait côté ouest, on était exactement... Enfin, moi, je suis toujours dans la même logique et j'ai demandé au service du département de me suivre. Mais vous le savez, je n'ai pas forcément été entendu là-dessus. Mais je pense que plus que de passer sur du terrain agricole, on a des chemins aujourd'hui de remembrement. Donc pour moi, c'est la même démarche que pour une route. Un chemin de remembrement peut être rehaussé et avoir sa fonction de digue de retrait. Une dernière question sur les digues, Jérémy Boisseau. Vous vous projetez dans l'avenir dans votre discours en disant, voilà, notamment par rapport à la rue de la Serpentine, s'il y a une inondation et que j'ai la rue derrière, je ne pourrais pas m'en servir. On va revenir un petit peu en arrière, on va revenir sur ce conseil municipal de septembre 2013, où vous faites voter par votre conseil donc, la construction de cette contre-digue pour quelques dizaines de milliers d'euros. Je rappelle que l'État avait un projet à 700 000 euros là-dessus. Est-ce que vous n'aviez pas un temps d'avance sur l'État, puisqu'aujourd'hui, vous allez me le confirmer ou pas, ce dispositif digue nord contre digue nord est inclus dans le dispositif de protection de l'État? Mais de toute façon, ce qui a été réalisé par la commune de Charron en 2013, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est en phase de le régulariser et il est intégré dans l'outil de protection. Il est intégré. Donc vous aviez un temps d'avance? Je ne sais pas si c'est de toute façon un temps d'avance. Je ne sais pas si c'est un temps d'avance. C'est surtout que j'avais les deux pieds. En tout cas, vous avez fait les économies. Ça, c'est sûr que quand j'ai été au ministère et que j'ai expliqué que l'ouvrage avait coûté 100 000 euros et qu'on m'a dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire un ouvrage qui tienne et qui à ce prix-là. Bon, après, chacun définira les choses. En tout cas, aujourd'hui, il y a différents bureaux d'études qui ont planché sur l'ouvrage qui a été façonné par les entreprises que l'on avait mandatées. Je ne me suis pas écarté des cahiers des charges qu'on avait pu avoir sur d'autres ouvrages. La preuve en est. Et aujourd'hui, tout est réglo, quoi. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de partir sur ces choses-là en disant, voilà, on peut faire mieux avec moins. Moi, le principal, c'est de le faire. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai un temps d'avance? Ce n'est pas forcément que j'ai un temps d'avance, c'est que j'explique à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au bout de 12 ans, je ne vous cache pas que ça commence à fatiguer un petit peu. Parce qu'en fin de compte, vous apercevez que pendant 12 ans, vous êtes toujours maire de la commune, mais qu'en face de vous, vous avez changé 4 fois d'interlocuteur sur ce dossier. Et c'est ce qui est un petit peu usant, parce qu'à chaque fois, il faut reprendre le dossier à zéro. Oui, donc c'est ça qui ralentit à chaque fois la procédure. Ça ne la fait pas avancer, ça c'est sûr. Ouais. On va passer maintenant, sans transition, au pour ou contre. Alors Jérémy Boisseau, je vous rappelle, si vous ne les connaissez pas, les règles du pour ou contre. On vous pose des questions et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Et si on a un petit peu de temps, on peut revenir bien évidemment sur certaines questions si vous avez envie de prolonger vos réponses plutôt. Yannick, pour ou contre? Alors Jérémy Boisseau, on va vous enlever votre costume de maire, on va vous passer sur votre costume professionnel. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bassines? Pour ceux qui ne connaissent pas les réserves de substitution. Grand débat dans notre région. Pour ou contre la sortie de Charron de la communauté de communes au Nice Atlantique vers la communauté d'agglomération de La Rochelle? Contre. Pour ou contre le financement de l'entretien des digues par les collectivités locales et non pas par l'État? Là, on en viendra tout à l'heure, ce sera la GEMAPI, mais... Non, là je suis contre. Vous êtes contre? Contre le financement de l'entretien des digues par les collectivités locales? Tout à fait. Charron, la seule commune face à l'océan, pour ou contre les éoliennes offshore? Mais là, c'est tout récent, donc contre. Antoine? Pour ou contre la transparence des parrainages donnés aux candidats pour l'élection présidentielle? Là, c'est votre costume de maire. Oui, voilà, je le remets. La transparence, chacun fait ce qu'il veut. Pour. Bon, j'en profite, vous avez parrainé quelqu'un? Non. Vous allez le faire? Non. Voilà. Vous l'avez déjà fait? Jamais. Pour ou contre la gestion des équipements municipaux par d'autres collectivités comme le département ou la CDC au Nice Atlantique? On peut penser à la zone de la Marina, par exemple, ou la zone des Morines, sur votre commune. Quand ça reste un bien communal, je suis contre. Très bien. Très bien, on va enchaîner l'émission avec, on en parlait tout à l'heure, de la GEMAPI. Donc la taxe GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, donc qui inclut la gestion de la maintenance des digues. Pour vous, est-il normal que cette compétence soit confiée aux collectivités locales? Ne serait-ce pas à l'État de prendre en charge ce gros morceau financier, on va dire?
En l'occurrence, je crois que maintenant, voilà, les choses ont été actées, elles ont été validées au niveau de l'Assemblée, hein, étant donné que la loi est passée maintenant. Donc, je crois que le débat, on l'a eu à un moment donné. On a su expliquer qu'effectivement, seul, on n'y arriverait pas. J'ai pas forcément eu l'impression qu'on était très entendus. Donc, encore une fois, oui, on s'est reporté vers les collectivités pour leur demander de faire le travail à la place de l'État. Donc, maintenant, les choses, elles sont actées, elles sont dans une loi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on va respecter la loi. Et c'est ce qu'on a fait comme toute collectivité. On s'est mis en ordre de marche pour essayer au mieux d'assumer notre rôle au niveau de cette GEMAPI. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Ça prend du temps, il faut faire attention de ne pas se perdre, et ça j'essaye d'être vigilant là-dessus, de ne pas se perdre maintenant, comme à chaque fois quand vous essayez de construire quelque chose, dans un millefeuille, c'est-à-dire on refait ce qui a déjà été fait par le passé sous une autre forme. Donc il faut éviter de faire les doublons. Donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui regarder de très près par rapport à ces différents syndicats qui se créent. Et malgré tout, il y aura un coût pour les entreprises du territoire, puisqu'ils vont être impactés par cette GEMAPI. Et les habitants. Et les habitants également. Oui, parce que la GEMAPI, c'est à la fois les entreprises, c'est aussi les habitants. Inévitablement, de toute manière, on ne pourra pas faire autrement que de l'impacter sur ces personnes et ces entreprises. Donc, le coût, je ne peux pas vous dire le contraire. Il y a des travaux qui vont se faire, vous le savez, c'est des montants toujours importants, même si on est bien accompagné par l'État, parce qu'on dit l'État, mais on a quand même cette chance d'avoir encore 40% d'accompagnement sur les travaux. Un département qui nous accompagne quand même d'une manière assez prononcée, parce qu'on est aussi sur un accompagnement à 20%. Et vous avez une région aujourd'hui qui continue aussi à nous aider à hauteur de 20%. Donc effectivement, les 20% restants à la charge des collectivités, ça reste un budget, c'est sûr, mais encore une fois, regardez quand même tout ce qui est fait à côté qui nous permet quand même de faire des travaux. Donc les habitants doivent comprendre que ce territoire doit... on est dans le Marais Poitevin, on est, vous l'avez dit, en bordure littorale. Tout ça fait qu'il y a nécessité de se protéger, d'entretenir ces milieux aquatiques. Une chose qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que effectivement les habitants sont impactés, les entreprises sont impactées, mais encore une fois, toutes les associations syndicales de marais qui sont sur notre territoire lèvent aussi des cotisations auprès des propriétaires fonciers qui sont toujours en augmentant aussi pour venir pallier aux défauts d'entretien. Donc tout le monde est mis à contribution. On va passer à la question surprise, ce qui va nous emmener tout doucement vers l'aspect économique de Charron et surtout les projets à venir sur la commune de Charron qui sont importants. Sans transition, la question surprise. Bien, je suis un ancien mytiliculteur, un ancien charronnais de cœur, puisque j'y suis né il y a 84 ans, et je serais très intéressé pour savoir ou connaître l'évolution de ce qui se passe dans la commune, si c'est possible, si c'est pas possible, que ce soit des volets. Pour ce qui est de ce que j'ai lu dans les journaux, on parle du retour de la mytiliculture. Ça c'est une grosse question. Est-ce qu'il est possible de la réaliser ou pas? Là, c'est autre chose. Il faudra en être sûr. Je sais qu'il y a eu des tas de choses depuis des tas de temps. Quand j'ai commencé le métier, à 14 ans, on parlait déjà des bassins, mais il n'y a jamais eu de suivi dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il n'en est pas? Voilà. Serge Dallet. Serge Dallet, donc effectivement, comme il l'a dit, un ancien de Charron et pas des moindres. Donc c'est vrai que ce monsieur, effectivement, fait partie aussi du conseil municipal en même temps que moi, au moment de la tempête. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément toujours les mêmes points de vue sur l'avenir du village. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça fait partie des gens qui m'ont toujours intéressé dans leur vécu. Et il fait partie des anciens qui avaient aussi une parole intéressante.
Aujourd'hui, son inquiétude ou ses interrogations portent principalement sur le métier de la mytiliculture, ce qui est normal. Il le sait. Aujourd'hui, on a quand même montré tout l'intérêt qu'on portait à ce métier en construisant la marina. La marina, c'est quand même ce lotissement mytilicole de plusieurs milliers de mètres carrés qui est aujourd'hui mis en location aux professionnels. Et ce qui a permis aux professionnels de ne pas partir sur un autre port qui était celui de chef de baie, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient un besoin urgent de pouvoir se repositionner sur de tels locaux pour pouvoir assurer leur activité. Et donc, depuis le début, ça m'a pris un petit peu de temps, mais depuis le début, j'étais déterminé pour qu'on puisse mettre en place ces projets. C'est ce que disait Serge. On en a toujours parlé, on ne l'a pas forcément vu se mettre en place. Simplement, pour les bâtiments mytilicoles, c'est quelque chose qui était engagé depuis la fin des années 70 par les prédécesseurs et qui n'avait pas pu se concrétiser. Donc ça s'est concrétisé. Maintenant, est-ce que ça ira jusqu'au bassin je ne sais pas. Après, je vois surtout que les professionnels sont en train de s'organiser, eux, à titre perso, pour avoir ces fameux bassins de retrempage de leur moule. Donc, il y a une restructuration qui se fait et qui ne se fait pas forcément en attendant des moyens publics, je dirais. Ça se fait plus d'ordre privé. Est-ce qu'on peut le penser dans le futur projet du port du corps de garde, hein, que vous en avez perdu la compétence, hein, maintenant c'est le département qui est dessus. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait se réinstaller ici ou pas ? Puisque malgré tout, certains sont quand même partis vers chef de baie. Et j'en profite pour vous poser une deuxième question sur la marina, qui a été construite en zone déconstruite, hein, les fameuses zones sinistrées. Comment vous avez pu l'obtenir ? Quel tour de passe-passe vous avez fait à ce niveau-là ? Alors, il n'y a pas de passe-passe. J'ai fait ça comme ça devait être fait, c'est-à-dire qu'au lendemain de la tempête, vous avez 42 hectares qui sont déconstruits et personne ne se pose la question de savoir ce qu'on va en faire. Donc, sur ces terrains-là, tout de suite, par rapport à la proximité du port du pavé, qui est le port professionnel, parce qu'il y a les deux ports, il y a le corps de garde et le pavé. Le pavé, c'est le port professionnel où embarquent les mytiliculteurs. À vol d'oiseau, on est à peine à 500 mètres du pavé. Je pense qu'il fallait, pour avoir fait de grandes études, pour comprendre qu'il y avait vraiment un intérêt à construire quelque chose à cet endroit-là. Donc, je l'ai fait. Le tour de passe-passe, j'en ai pas fait. Simplement, je pense surtout une chose, et ça, je me le cache pas, et on assume le dire aussi. En 2022, malheureusement, je ne pense pas que les bâtiments aient pu se construire ici. Ça a pu se faire au lendemain de la tempête parce qu'on était dans la volonté de reconstruire. En 2022, on est 12 ans après et malheureusement, je pense que ça n'aurait pas pu se faire. Pour le corps de garde, là, les choses sont entre les mains du département. C'est des discussions que l'on a pour voir comment on peut étoffer les services au niveau du corps de garde. Mais vous savez, les contraintes environnementales sont telles qu'on ne peut pas forcément beaucoup s'écarter, mais c'est une chose sur laquelle on est en train de discuter avec le département. Justement, pour conclure sur ces fameuses zones déconstruites, hein, je rappelle 40 hectares qui sont la propriété de l'État maintenant, mais qui ne les entretiennent pas, il faut être clair. Vous avez monté des projets dessus, notamment avec de l'éco-pâturage à un certain moment. Aujourd'hui, vous parlez de maraîchage, qui pourrait s'inclure dans le plan alimentaire du territoire de la CDC, mais aussi d'une filière bois-énergie. Où en est-on sur ces deux projets ? Alors là, ça revient un petit peu au billet d'humeur qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur le bon pignon pour avancer. Donc, que ce soit pour le maraîchage ou que ce soit pour la filière bois-énergie, mais je mets plus l'accent sur le maraîchage aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est plus avancé. On a ce problème-là, c'est que 12 ans après la tempête, il faut savoir que tous ces terrains dont on vient de parler, normalement, devraient avoir une convention d'entretien entre l'État et la commune. Et ça fait 12 ans et on n'a toujours pas de convention aujourd'hui. Les choses sont en train de se mettre en œuvre à la vitesse que vous avez décrite tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore être patient, sûrement faire plusieurs allers-retours pour aller chercher ces fameuses conventions que l'on a absolument besoin pour pouvoir faire des travaux. Donc le maraîchage nécessite des travaux
qui ne peuvent pas se faire sans convention. Aujourd'hui, les seuls travaux qui ont pu se faire sur la commune, ce sont les travaux au niveau de la marina, mais là-dessus, c'est pareil, la convention traîne à venir, mais elle va arriver, parce que j'ai eu des retours là-dessus. Et le fameux skatepark de la commune, donc c'est un endroit où on revitalise le centre-bourg, et là-dessus, on a eu une convention très récemment pour nous permettre d'avoir les financements pour pouvoir être accompagnés par les services de l'État, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut savoir que c'est très vicieux. Si vous n'avez pas la convention, vous ne pouvez pas prétendre à des aides, et pourtant, vous avez l'État qui veut vous aider. Et la preuve en est, l'État nous a accompagnés sur le skatepark d'une manière très importante, et pour montrer vraiment qu'il voulait aller plus loin sur Charron. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des dysfonctionnements entre les services qui font que les conventions ne vont pas au rythme des volontés de certaines personnes. On en parlait en début d'émission, il nous reste 1 minute, allez 2 minutes. On en parlait au début d'émission, cette solidarité au lendemain de la catastrophe Xynthia. Il y a quelque chose qui est né, qui est sorti de terre. Vous en avez participé, je vais y arriver. Cet esprit de solidarité a créé en quelque sorte Moulstock, qui est un festival. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un festival qui fonctionne plutôt bien, entre 3 et 5 000 personnes en une seule journée pour venir manger des moules, des frites, mais aussi, bien évidemment, avant tout, écouter de la musique, parce qu'il y a des gens qui jouent. Ça fait 2 ans que Moulstock est en stand-by, parce que c'est le Covid. Là, ça y est, ça revient. Moulstock, à l'époque, c'était pas Moulstock, le Moulstock qu'on connaît, c'était parti d'un élan où on disait, voilà, on a suffisamment bossé comme ça pour monter le village, on a besoin de souffler. À l'époque, qui est à l'origine véritablement de Moulstock ? C'est vous, c'est l'ensemble des habitants. D'où est venue cette idée qui fonctionne encore, 12 ans après ? Tout à fait. Moulstock est né effectivement de cette volonté. Je dirais que c'est né après l'année passée en 2010 où à l'automne 2010 on a voulu souffler et il y a eu cette grosse fête de village avec de la musique. On a pu travailler à ce moment-là avec différentes associations au niveau du territoire et plus particulièrement sur Maron pour donner un petit peu justement de moyens humains au niveau de la musique, mais on était sur quelque chose de grosse fête de village. Et durant tout l'hiver, après, ça nous a permis de faire connaissance avec différentes personnes qui sont encore à mes côtés aujourd'hui, entre autres Christophe Azama, qui au fil des soirées discutaient, parce que ça s'est fait comme ça, à un moment donné, c'est vrai que certains ont voulu aller plus loin. Et le plus loin, ça a été de faire le pari que le mois de juin suivant, on puisse mettre en place ce festival qui a évolué, a pris un petit peu d'ampleur. Et c'est vrai que là, cette année, 2022, aura la particularité, comme vous l'avez dit, de ne pas avoir pu le faire avant, parce que voilà, il y avait le Covid. Mais 2022, les nouveaux organisateurs ont vraiment à cœur de créer un temps festif pour fêter en fait les 10 ans, avec un peu de retard. Mais en tout cas, aujourd'hui, les 10 ans seront fêtés à ce moment-là. Voilà comment ça s'est construit. C'est vraiment un pari qui a été relevé. Simplement pour boucler la boucle et conclure, là aussi, on peut parler de solidarité, puisque la 2e année, ce sont les chantiers des Francopholies qui sont venus vous aider. Ah ben complètement, ça c'était effectivement un partenariat qu'on avait travaillé, et à l'époque c'était avec Jean-Philippe Collat. On s'était mis en relation avec les chantiers des Franco. Tout de suite, ils ont répondu présent, parce que par rapport à toute l'histoire et tout ce qu'on a expliqué à nos interlocuteurs, personne ne s'est posé la question s'il fallait ou pas aller à l'extérieur du territoire, parce qu'on était encore sur une particularité, on était hors territoire de la CDA, donc est-ce qu'on pouvait ou pas y aller, et personne ne s'est posé la question, on l'a fait. Une dernière anecdote, peut-être pour lui rendre hommage aussi, et si ça n'avait pas marché, si vous aviez eu un trou financier, il me semble que vous étiez allé voir Jean-Louis Fraud au département. De toute façon, oui, voilà, c'est ça. C'est un hommage qu'on peut rendre à des personnes comme ça. C'est que, bien évidemment, vous n'êtes pas trop serein parce que vous ne savez pas comment ça va tourner. Et j'avais pris certains engagements qui n'avaient pas été écrits, parce qu'on peut aussi se faire confiance à certains moments. Mais cette personne a fait partie aussi des gens qui, dans l'ombre, suivaient aussi ce qui se passait à Charron et n'auraient pas laissé tomber Charron s'il y avait eu besoin d'un complément financier de la part du département. C'est la fin de l'émission, on le regrette parce qu'on avait encore plein de sujets, mais voilà, l'émission dure 1 heure. Voilà, on vous réinvitera. En tous les cas, il y a une chose à retenir de ce village, c'est la solidarité, le système D,
Et puis les bonnes idées, parce que 12 ans après, elles sont encore là. Et on espère que dans 10 ans, il y en aura encore d'autres. Des bonnes idées comme celle de Moulstock ou d'autres projets comme la filière bois ou le maraîchage à Charron, cet esprit d'envie de développer l'économie de son village. En tous les cas, peut-être que ça va inspirer d'autres maires dans d'autres villages de la CDC au Nice Atlantique qui en auront éventuellement besoin. Merci Jérémy Boisseau d'avoir participé à cette émission. C'était très instructif. Merci messieurs. Merci. Nous, on se retrouve vendredi prochain, vendredi 4 mars, avec un nouvel invité. Merci. À bientôt.